J'ai peur. À la fois, je suis content pour ce que vous me réservez aujourd'hui dans cette vidéo, les amis. On est sur des histoires paranormales et rationnelles que vous m'avez d'ailleurs envoyées sur le Google Form et l'adresse mail leo@influence.com. Maintenant, les amis, on envoie tout sur le Google Form que je vous mettrai du coup en description. Partagez-moi toutes les histoires paranormales que vous avez vécues avec, si possible, des preuves. Par contre, évitez quand vous vivez des histoires un petit peu étranges avec des inconnus, car là, si vous voulez sur le moment prendre des preuves, vous risquez peut-être la mort. Voilà. Peut-être, si le mec a un couteau, hop, tac, c'est la mort pour vous, instantanément. J'aime bien ce petit rendez-vous qu'on a entre nous. Je lis tout simplement vos histoires très simplement, mais je trouve que c'est un format qui est génial, qui marche bien, qui marche dans le sens où c'est toujours des nouvelles histoires et je découvre déjà peut-être plus de vous. Parce que c'est vrai que beaucoup de personnes viennent sur le format abonné nous raconter des histoires, mais dans ce genre de format-là, c'est cool aussi pour les personnes qui n'ont pas forcément la chance de se déplacer ou qui ont peur un petit peu des caméras. Je comprends de fou en vrai ce point-là et c'est trop bien. Du coup là, je peux vraiment écouter aussi les histoires des personnes qui ne veulent pas tout simplement apparaître à la caméra, ce que je comprends de fou. Avant de commencer les histoires, je voulais vous annoncer une petite dinguerie qui s'est passée récemment. Récemment, sur le format où vous venez raconter en présentiel vos histoires paranormales et effrayantes, une personne a raconté, Anne-Gaëlle, je sais pas si vous avez la ref, elle a raconté une histoire très étrange sur la maison de ses parents. Apparemment, celle-ci serait hantée. Et je vous ai demandé dans la vidéo, est-ce que vous êtes chaud qu'on aille tout simplement dans cette maison, passer une nuit ou 2 jours, je sais pas. Et vous avez été très chaud et on va y aller. Anne-Gaëlle est d'accord, j'espère que ça va se faire à 100%. C'est la première fois que j'amène une histoire aussi loin, en enquête paranormale carrément chez un abonné. Et je compte faire ça aussi peut-être pour les histoires que je lis, que vous m'envoyez sur Google Form. D'ailleurs, il y a en description. J'aimerais bien des fois pousser un petit peu des histoires. Et d'ailleurs, il y a une histoire paranormale dans cette vidéo que je m'apprête à vous lire et qui peut-être aura une suite. En tout cas, j'ai peut-être l'idée d'une vidéo en rapport avec cette histoire. Alors dit comme ça, on dirait que je connais les histoires que je m'apprête à vous lire. Pas du tout, pas du tout. Juste, c'est mon agent Marwan en fait qui m'a un petit peu raconté la première histoire que je m'apprête à vous lire. Raconter, c'est un bien grand mot. Mais qui m'a dit en tout cas qu'il y avait des preuves de l'histoire paranormale. Et ça j'adore et j'ai hâte de vous la lire. Et bref, on va la commencer maintenant pour que vous compreniez un petit peu tout ce que je dis. L'été 2019, j'avais 14 ans. Comme à chaque vacances, j'étais chez mon père. Mes parents sont séparés depuis toujours, alors je partageais mon temps entre les deux. Avec mon père, on adorait aller se promener, faire du vélo, se balader dans les bois. C'était un peu notre truc à nous quoi. Et depuis que je suis toute petite, il me racontait souvent la même légende urbaine, une histoire de notre région. C'était l'histoire d'un endroit perdu au milieu des bois, juste à côté d'une route. On disait que si on passait la nuit là-bas, la voiture s'arrêtait toute seule et qu'une femme en robe blanche passerait, comme pour bloquer le moteur. Au bord de cette route, il y avait 2 grandes portes en fer. Selon la légende, il fallait entrer par la porte de droite et ressortir par celle de gauche. Jamais autrement. Et apparemment, une secte s'y réunissait. Évidemment, à 14 ans, j'étais fan d'histoires d'horreur. J'ai supplié alors mon père d'y aller. Et il a accepté. On prend le chien, nos chaussures de marche, et on y va. Arrivé sur place, on tombe nez à nez avec ces fameuses portes. Elles étaient immenses, un peu tordues, plantées là comme si elles gardaient un secret. On passe la porte de droite, et tout de suite, l'ambiance change. Plus un bruit. Même les oiseaux se sont tus. On avance dans les bois et on tombe sur une vieille ferme abandonnée complètement en ruine. Rien de spécial à première vue, mais j'étais hyper mal à l'aise. Au bout d'un moment, mon père dit qu'il veut rentrer. Alors je lui dis « On doit ressortir par l'autre porte, c'est ce que dit la légende. » Mais il rigole. « Allez, arrête avec tes histoires, on va faire le tour dans les bois. » Sauf que moi, je commence un peu à paniquer. Je le supplie de faire demi-tour. Je pleure carrément, je prie dans ma tête. J'ai peur, j'ai une peur que je n'arrive même pas à expliquer. Mais il ne l'écoute pas. Il avance tranquille, comme si de rien n'était. Finalement, on rentre à la maison. Arrivé à la maison, je me calme et je me dis que j'ai juste eu peur pour rien. Mais le lendemain matin, il y a un truc bizarre. D'habitude, mon père se lève tôt, met du Johnny ou du Renault à fond pour réveiller tout le monde. Mais là, rien. Silence total. Je me lève et je le trouve assis sur le canapé. Il me dit qu'il a très mal dormi et qu'il a mal au dos. C'est pas du tout son genre de se plaindre. Alors je vous avoue de suite, ça m'inquiète un peu. Les jours passent, je rentre chez ma mère et quelques semaines plus tard, ma grand-mère m'appelle. Mon père souffre énormément, il doit aller à l'hôpital. Après plusieurs examens, les médecins découvrent qu'il a un cancer du poumon. La visite du lieu, c'était en juillet 2019 et mon père est décédé en décembre la même année. Je sais que ça peut paraître fou, mais parfois je repense à ces 2 portes
Et je me demande si ce jour-là, quand on n'est pas ressorti par la bonne, quelque chose n'est pas resté accroché à lui. Waouh, on a la photo du coup du lieu. On dirait une sorte de ruine en pierre. On dirait une sorte d'ancienne maison qui a été effondrée, qui s'est effondrée. Ah, c'est bizarre, c'est particulier ces deux portes, ouais. J'ai du mal à imaginer quel lieu c'était avant que ce soit du coup des ruines comme ça. Et du coup, on a aussi l'article de presse et on a aussi comme preuve du coup un extrait de l'article de presse de France 3. L'édifice se dresse de façon mystérieuse en bordure de forêt, une porte en pierre et aucune ruine aux alentours. De quoi interroger. Cette porte a plusieurs noms. Porte du diable, porte de la Dame Blanche ou encore porte bonnet. Les témoignages sont multiples, certains ont vu le diable, d'autres une Dame Blanche. Les témoignages racontent que leur voiture est tombée en panne devant la porte. D'autres affirment que des sectes se réunissent sur place la nuit. On dirait des sortes d'encadrement de porte, je sais pas si vous l'avez, c'est assez particulier. Alors est-ce qu'on est sur une coïncidence pure que ton père, le jour d'après, se sente mal? Est-ce qu'il n'a pas attrapé froid pendant cette journée? Parce que je doute que cette légende en tout cas existe, mais avec l'histoire de ton père, on peut en douter quoi. Moi ce qui me paraît un peu gros dans la légende, pas dans ton histoire mais dans la légende, c'est cet aspect dame blanche, vous savez très cliché de la dame blanche qui arrête la voiture, qui coupe le moteur et qui te fait tomber en panne et comme par hasard après tu disparais, elle te tue. Bref, vous voyez toutes ces légendes un petit peu folkloriques dont on a l'habitude un petit peu de voir sur internet, mais en tout cas très mystérieux. J'aimerais bien prendre contact avec toi pour effectivement peut-être aller voir ça de mes propres yeux. Est-ce que ça vous dirait, vous les amis, qu'on aille voir avec évidemment tout le respect cette bâtisse assez effrayante, étrange, qu'on en fasse une belle vidéo et qu'on reste pourquoi pas dormir? Est-ce qu'on arriverait à observer des choses dans cette forêt soi-disant hantée par l'esprit de la Dame Blanche? C'est un truc qui pourrait s'envisager. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous êtes chaud dans les commentaires. Moi, je serais, vous connaissez les amis, ma passion pour le paranormal, très chaud. Bon, étant donné que c'est l'hiver, est-ce qu'on le ferait maintenant? Je sais pas. Mais bref, on verra. Si vous êtes vraiment chaud, je pourrais peut-être prendre un petit duvet et aller voir ça de moi-même, quoi. J'attends vos théories, les amis, dans les commentaires. Je suis assez choqué de l'histoire, car elle reste bluffante et pour le coup, assez inexplicable, quoi. Histoire numéro 2. Tout commence avec la séparation de mes parents quand j'avais 10 ans. Ils se disputaient souvent depuis quelques temps, alors mon père est parti vivre ailleurs et nous allions régulièrement lui rendre visite. Je suis donc resté avec ma mère et mes frères dans notre maison en attendant de la vendre. Un mois plus tard, pendant les vacances d'été, notre mère nous présente un homme, Maxime. Il était un peu plus jeune qu'elle et semblait très gentil. À cette époque, j'étais assez timide, donc je ne lui parlais pas beaucoup. Ma grand-mère, qui nous gardait souvent, n'approuvait pas du tout cette relation. Elle disait que c'était irrespectueux envers mon père et que ma mère aurait dû attendre un petit peu avant de déménager, avant de fréquenter quelqu'un d'autre. Peu de temps après, je rencontre alors la fille de Maxime, qui avait à peu près mon âge. On s'entendait super bien. On a même dormi ensemble et passé une nuit blanche à discuter. Quelques semaines plus tard, nous avons emménagé avec ma mère et mes frères dans un appartement. Plus de nouvelles de Maxime. Ok, bizarre. Je fais ma rentrée alors au CM2 dans une nouvelle école et c'était assez dur. Je ne connaissais personne. Et je me suis fait des amis seulement au bout de 2 ou 3 semaines. Après quelques mois, Maxime refait surface. Il revenait d'un long voyage dans les îles. J'étais plutôt contente car ma mère avait l'air assez heureuse. Il finit même par aménager chez nous et j'étais ravi. Surtout parce qu'il avait un chien que je pouvais promener. Au bout de quelques temps, je demande à ma mère alors pourquoi on ne voit plus la fille de Maxime. Elle me répond alors que sa mère ne veut plus qu'il la voie. Je me dis alors que cette femme doit être horrible pour priver un père de voir sa fille. Mais je ne m'en mêle pas plus que ça. À ce moment-là, moi, Maxime, je l'aimais plutôt bien. Il était sympa, même si je lui parlais peu à cause de ma timidité. Il avait aussi un fils, plus jeune que moi, avec qui je m'entendais super bien. On partageait les mêmes passions, notamment les jeux vidéo, et il venait parfois dormir chez nous. Puis, un jour, Maxime disparaît pendant plusieurs jours. C'est quoi ce Maxime là? Il fait que disparaître. Ma mère nous dit qu'il aide son ancien restaurant en faillite. Mais elle finit par découvrir qu'en réalité, il est chez une autre femme. Elle décide alors donc de le quitter. Peu après, elle nous révèle la vérité. Maxime était assez violent. Un soir, alors qu'on dormait, il l'aurait attrapé par le col et frappé pour qu'il lui fasse un chèque. Ce qu'elle a fini par faire. Waouh! Une autre fois, elle lui avait prêté sa carte bancaire pour de l'essence, mais il s'en était servi pour payer un restaurant de luxe avant de garder la carte. Ma mère a porté plainte et je ne l'ai plus jamais revu. Peu de temps après, ma grand-mère est venue nous garder et m'a révélé quelque chose d'encore plus troublant à propos de lui. Quand nous vivions encore dans notre maison d'enfance, elle avait découvert des choses sur cet homme. Elle avait vu un commentaire sur une publication Facebook de Maxime où une femme écrivait « Pauvre type, il s'invente une vie ».
Intriguée, ma grand-mère avait cherché à en savoir plus et elle a appris que cette femme était une ex de Maxime, qui l'avait arnaqué pour lui soutirer de l'argent. Mais elle n'avait rien dit pour ne pas risquer de se brouiller avec ma mère. Elle avait simplement tout fait pour les séparer. Ensuite, on a découvert que plusieurs plaintes avaient été déposées contre Maxime. Il arnaquait systématiquement les femmes avec qui il sortait et avait eu 3 enfants de cette manière. C'est pour cela que la mère de sa fille refusait qu'il la voie. Et ce n'était pas tout. Même sa propre mère l'avait dénoncé pour lui avoir volé sa voiture. Mais le frérot est un voleur compulsif. Aujourd'hui, d'après ce que je sais, il est toujours recherché par la police. Et les dernières nouvelles qu'on a eues disaient qu'il se trouvait en Martinique. Enfin, si mes souvenirs sont bons. Depuis, on a déménagé. Et je suis maintenant en 4e et je suis heureuse. Bah, tant mieux pour toi. Ah waouh, donc tu es très très jeune. Ma mère ne nous a pas présenté d'autres compagnons, sans doute par prudence. Je n'ai pas beaucoup parlé de cette histoire, car elle est trop longue pour être racontée dans les couloirs au collège. Cette histoire n'est peut-être pas parfaitement écrite, alors je m'excuse. Bah écoute, non, très très bien écrite, merci beaucoup. On remercie aussi évidemment le travail de Marwan, qui ne réécrit pas les infos de vos histoires évidemment, mais juste, il corrige les fautes, etc. pour une meilleure narration finalement. Mes souvenirs sont parfois flous et mes mots peuvent peut-être prêter à confusion, mais tout est vrai. On n'a pas encore de prénom? Waouh! Oh non, je mettais vos prénoms, vraiment pensez à mettre vos prénoms pour que je vous remercie finalement et pour que vous vous reconnaissiez pendant que je lis vos histoires. Bon, j'imagine qu'après cette histoire, tout le monde se méfiera des personnes en Martinique, notamment des Maxime. Et on espère du coup que t'as pas modifié son prénom, car du coup on se méfiera de tout le monde si c'est le cas. Salut Léo, j'espère que tu vas bien. Je voulais d'abord te remercier pour le contenu que tu fais. Écoute, merci à toi. Et l'histoire que je vais te raconter s'est déroulée il y a 1 an et demi. À ce moment-là, j'étais en stage pour finaliser mon diplôme d'auxiliaire de vie que j'ai d'ailleurs obtenu avec succès. Petite parenthèse, je crois beaucoup au paranormal. Ah, donc on est sur une histoire étrange paranormale. Trop bien. J'ai énormément de ressentis et parfois même des sortes de visions médiumniques. Ok, mais je garde toujours un esprit rationnel et critique. Très important. J'essaie alors d'analyser chaque situation de manière logique avant de me pencher sur le paranormal de suite. Parce que même si j'adore ce domaine, il m'en faut beaucoup pour en conclure à une véritable expérience paranormale. J'ai donc effectué mon stage dans une entreprise qui s'occupe de personnes âgées à leur domicile, ce qui est d'ailleurs devenu mon métier aujourd'hui. Félicitations, c'est vraiment un beau métier. C'était mon dernier jour de stage. J'étais avec ma tutrice, une femme très gentille, qui elle aussi, s'intéressait vachement au paranormal. C'est sûr que dans ce domaine-là, où tu es souvent plus proche de la mort que de la naissance, j'imagine que tu dois y être souvent confronté, quoi. C'est une théorie. Après, rien de fondé. Je m'avance à tout moment, Léo, tu dis n'importe quoi. Nous sommes arrivés chez notre dernière cliente. Ma tutrice m'explique qu'elle vit seule et qu'elle ne peut plus utiliser ses jambes. Donc, elle passe ses journées dans son salon. Arrivée devant la maison, un frisson me parcourt. Je prends ça pour un simple coup de froid. On entre alors dans la maison, je me présente à la cliente. Étant en stage, je n'ai pas forcément à intervenir. Alors ma collègue me fait asseoir en face d'elle. Je discute un peu avec la dame, mais peu à peu, je ressens un malaise qui grandit. Je mets ça sur le compte de la fatigue. Mais je remarque aussi que ma collègue devient étrange, comme si elle non plus ne se sentait pas forcément très à l'aise. En parlant, la cliente me dit que des voleurs essaient parfois de rentrer chez elle la nuit, qu'elle entend du bruit et des objets bouger. Mais sur les caméras de surveillance, on ne voit jamais personne. Et d'un coup, je ressens un mal de tête. Mais là, c'est pas un mal de tête habituel, non. C'est comme si quelque chose me traversait la tête à un point précis. Je commence alors à me sentir très oppressé, vraiment très mal. Et sans même m'en rendre compte, je me retrouve à la fois à côté de mon corps et dans mon corps, comme une décorporation. Si quelqu'un dans les commentaires a une explication, ou même toi Léo, je suis preneuse. Je suis donc à la fois spectatrice et actrice de ma propre scène. On y reviendra plus tard, j'ai peut-être une théorie. Et soudain, je vois et ressens une main noire attraper ma tête et la tirer violemment en arrière. Et ça n'a duré que quelques secondes, mais c'était terrifiant. Cette main est sortie de nulle part, juste derrière moi. Je me lève d'un bond. Ma collègue, qui terminait de fermer les volets de la chambre juste à ma droite, me regarde de surprise. Je sors dehors en courant, paniqué, rouge de peur. Elle me rejoint aussitôt. Elle me demande ce qu'il se passe. Je lui dis que je ne sais pas bien et que j'ai besoin d'air là. Elle me regarde droit dans les yeux et me dit doucement « J'y crois moi aussi, tu peux me le dire, t'inquiète. » Alors je lui explique tout. La main noire, le mal de tête précis, le malaise. Elle m'écoute alors en silence, puis me sourit timidement. Et elle me dit « Tu dois être médium. Son mari s'est tiré une balle dans la tête, dans la chambre juste à ta droite, là où tu étais. » Un frisson m'envahit à nouveau. Je tremble complètement bouleversé. On reste un moment dehors à en parler. Je lui confie que beaucoup de gens m'ont déjà dit que j'avais des capacités médiumniques. En tant que stagiaire, je n'avais aucune formation sur les clients, donc je ne pouvais pas savoir pour son mari. Cette expérience m'est longtemps restée en tête,
Dans ce métier, on entre dans l'intimité des gens chaque jour. Et parfois, il arrive que la mémoire des lieux où certaines entités soit encore présente. Elles ne sont pas forcément malveillantes, mais leur présence peut être profondément dérangeante. Il ne faut pas oublier qu'une entité n'est rien d'autre qu'une énergie dotée de sa propre conscience et intelligence. Mais elle n'est pas nécessairement mauvaise, mais elle se nourrit de la peur. C'est ce qui la fait finalement exister. Elles vivent simplement d'une manière différente de la nôtre. Et c'est la fin de son histoire. Ok, bah tu viens de vivre peut-être une petite partie du film Conjuring à ce niveau-là, hein, dans cette petite maison de cette très chère grand-mère. Je n'imagine pas la tête que tu as dû tirer en apprenant ça et en étant victime juste avant d'un événement hyper étrange, inquiétant. On pourrait apparenter ça à de la fatigue. Ce métier, en plus, t'étais en stage, t'apprenais pas mal de choses. Ce serait logique que t'aies pas mal d'accumulation de fatigue. Donc est-ce qu'on serait pas un truc sur une hallucination liée du coup à cette fatigue assez soutenue, assez intense, ou alors on va vers la théorie du paranormal, où c'est du coup le suicide de cette personne qui s'est rejoué à ce moment-là et que tu as du coup ressenti aucune idée, en tout cas plutôt mystérieux. Pour la prochaine histoire, on est sur une histoire d'hôtel. Vous savez que j'adore les histoires d'hôtel depuis que Allen est venu raconter son histoire du barman fantôme sur la chaîne. J'espère qu'elle sera tout aussi flippante. Est-ce qu'on est sur du paranormal ou du rationnel? On va voir ça maintenant. En janvier, je commence un nouveau travail de nuit dans un hôtel. Un homme travaillait au restaurant de cet hôtel. Le soir du Nouvel An, je suis en équipe avec lui. Tout se passe bien. Le week-end suivant, il finit son service seul à 1h du matin. Je décide alors de l'aider et on commence à discuter. Cet homme avait un peu plus de 40 ans. Et en plein milieu de la conversation, sans aucun rapport, il me regarde de haut en bas et me dit « Oh, tu ressembles trop à mon ex ». Je me contente alors de rire nerveusement. Ce soir-là, il reste jusqu'à 3h du matin avec moi sans aucune raison, alors que je lui faisais comprendre qu'il parte. Le week-end suivant, il répétait le même manège. Il disait à ses collègues de rentrer sans lui, prétextant qu'il avait un petit truc à finir. Mais en réalité, il restait entre 1 et 2 heures de plus pour me parler. Ses paroles devenaient de plus en plus étranges, parfois à connotation sexuelle. Il me vexait avec insistance. Il disparaissait une dizaine de minutes, puis revenait comme si de rien n'était. J'étais terrifié. Je ressentais un vrai danger à être seul avec lui. Certains soirs, je restais volontairement dans ma voiture sur le parking pour être sûr qu'il parte avant moi. Le jour de la Saint-Valentin, comme d'habitude, je lui dis bonjour et lui demande comment s'est passé son service. Il me répond, puis commence à me poser des questions personnelles sur la Saint-Valentin. J'avais pris l'habitude d'éviter la cuisine lorsqu'il était là. Alors, je retourne à la réception. Avant de partir, il vient me dire au revoir. J'étais concentré sur mon ordinateur, je lui fais comprendre que j'ai du travail, mais je sens son regard lourd et gênant posé sur moi. Puis il lâche un « Bon allez, j'ai retrouvé ma Saint-Valentin ». Je réponds alors naturellement « D'accord, bonne soirée ». Et lui, d'une voix bizarre, me répond « Oui, mon chat ». Je reste fiché. « Ouais, elle est très douce ». Paniqué, je réponds maladroitement « Oui, c'est un chat quoi ». Il finit par partir. J'étais tellement mal que j'ai décidé d'en parler. Et ses collègues du restaurant confirmaient. Il est vraiment bizarre. Mais la direction ne réagissait pas. Puis, un soir en arrivant à l'hôtel, on me dit « Carla, il est parti, c'est bon ». Alors là, j'étais complètement choqué et je demande « Comment ça ?» Et là, on me répond qu'il a avoué qu'il était cocaïnomane. À chaque fois qu'il disparaissait, il allait prendre sa dose. Ce jour-là, j'ai eu froid dans le dos. J'ai compris que si ça avait été plus loin, j'aurais vraiment pu être agressé. T'as vraiment eu de la chance, hein, Julia. Je suis content qu'il te soit rien arrivé. L'histoire est effrayante et c'est ce qui, moi, en vrai, m'effraie le plus. Dans le paranormal, on n'a jamais trop de rencontres physiques où c'est juste des objets qui bougent, qui se déplacent, qui tombent par terre. Là, on est face vraiment à un réel prédateur, quoi. En tout cas, on n'a pas de preuve qu'il ait fait du mal à certaines personnes, mais en tout cas, vu le comportement du gars, on peut se douter qu'il allait peut-être passer à l'acte, quoi. En tout cas, Julia, le plus important, c'est que tu ailles très bien. Pas forcément d'explication, comme on est sur rien de très mystique, mais plutôt sur les dérives d'un mec hyper chelou qu'il faut évidemment éviter à tout prix. Histoire numéro 5. Cet événement s'est déroulé quelques années après le premier. Ma meilleure amie d'enfance, que j'appellerai Mia, non fictif évidemment, était venue passer la journée à la maison. Nous nous étions réfugiés dans ma chambre pour discuter. Il faut savoir que Mia a toujours été fascinée par le paranormal. Après environ 1 heure de bavardage, elle a proposé que nous fabriquions notre propre planche de Ouija pour tenter de communiquer avec les esprits. Curieuse et un peu naïve, j'ai accepté. Nous avons donc improvisé une planche avec une simple feuille de papier et utilisé un bouchon de bouteille d'eau comme planchette. À cette époque, mon grand-oncle venait malheureusement de décéder. Nous avons alors donc décidé d'entrer en contact avec lui. Assise sur mon lit, nous avons fait plusieurs tentatives, mais sans succès. Déçus, nous avons alors ri de notre expérience et sommes passés à autre chose. Environ 5 minutes plus tard,
la porte de ma chambre s'est ouverte lentement. À ce moment-là, j'avais un gros chat himalayen qui avait l'habitude de pousser la porte pour entrer, car celle-ci ne se dérouillait jamais complètement. J'ai donc ouvert la porte en grand et regardé dans le couloir, pensant que c'était lui. Ne le voyant pas, j'ai supposé qu'il était simplement reparti en bas. J'ai refermé alors la porte et repris mes activités. Et sans trop y penser, quelques minutes plus tard, la porte s'est de nouveau ouverte. J'ai soupiré, croyant que mon chat essayait encore d'entrer. Je me suis alors levé pour aller refermer, mais avant même de faire un pas, la porte s'est violemment refermée. Puis elle s'est réouverte d'un coup, avant de se refermer une seconde fois, tout aussi brusquement. Mia et moi avons hurlé et sommes partis en courant rejoindre ma mère au rez-de-chaussée. Nous ne lui avons rien raconté sur le moment, mais avons décidé de rester avec elle pour le reste de la soirée. Plus tard, nous avons reparlé de ce qui s'était passé et tenté de trouver une explication rationnelle. Mais rien ne tenait la route. Aucune fenêtre ni porte n'était ouverte, donc pas de courant d'air possible. Si mon chat avait été là, nous l'aurions vu. Et surtout, au moment où la porte s'est ouverte et refermée à plusieurs reprises, nous pouvions clairement voir dans le couloir. Personne ne tenait la poignée. Cet incident ne s'est jamais reproduit et nous n'avons plus jamais touché à une planche de Ouija. Ok, ça se finit comme ça. Histoire très courte, on est simplement du coup sur un événement assez simple, on va dire, enfin du moins très explicable. Une porte seulement qui s'ouvre, mais ce qui est drôle dans cette histoire et ce qui est un peu flippant et étonnant, c'est cette coïncidence que vous fassiez en fait une séance de Ouija et que juste après, hop, événement paranormal inexplicable, ou du moins sur le moment pour vous c'est inexplicable comme il n'y a personne, mais après physiquement, c'est sûrement possible que quelque chose ait fait bouger cette porte, c'est pas possible. Très bizarre cette histoire, j'étais pas là sur le moment, du coup je peux pas trop en dire en vrai de vrai. Je peux pas non plus juger, je crois vraiment tout ce que tu dis. Seulement, dommage qu'on n'ait pas une petite vidéo pour appuyer ce témoignage, qu'on ait, vous voyez, la porte qui bouge avec l'ambiance et tout de la maison. Ça aurait pu être assez fun du coup pour, comme preuve. Mais bon, on n'a pas ça, c'est pas grave, ton témoignage nous suffira. Et c'est adorable de l'avoir partagé, de nous l'avoir et d'avoir pris le temps de le raconter. Merci beaucoup à toi et on passe du coup à la prochaine histoire. Avant de commencer, je tiens à te dire que je ne suis pas fier de ce que je faisais et que c'était une erreur de jeunesse, même si je suis encore jeune MDR. Oula, j'ai peur. Quoi? Une annonce de meurtre, peut-être? Première fois sur le format, ce serait génial, je rigole, évidemment bannissable. Cette séquence ne passerait pas, finalement, sur YouTube, si tu m'avoues un meurtre. J'imagine le titre, un abonné m'avoue un meurtre en vidéo, très glauque et horrible pour la famille concernée. Mon histoire se passe il y a un peu plus de 3 ans, à une époque où je vivais encore chez mes parents. J'étais célibataire, je ne travaillais pas et je passais ma vie dehors avec mes amis. Jusqu'au jour où une connaissance m'a proposé de gagner ma vie, d'une certaine manière. Cette personne m'a montré comment faire et j'ai accepté. J'ai commencé vers la fin de l'hiver et tout se passait plutôt bien. Merci à mon ange gardien d'ailleurs. Pour donner une idée de ce que je faisais, sans en dire trop, des gens passaient leurs commandes par message et j'allais les voir pour les livrer. Ok, bon, on a tous compris je pense quand on lit ça quoi. J'étais tout seul, je gérais comme je voulais tant que le travail était fait. Je pouvais prendre un ou plusieurs amis avec moi en voiture ou y aller seul. Parfois, des gens envoyaient un message sans donner suite. Dans ce cas, rien ne se passait. C'était déjà arrivé plusieurs fois. Et parfois, une personne que je n'avais jamais vue m'envoyait un message. Je devais alors prendre mes précautions pour ne pas tomber sur la police ou sur quelqu'un de mal intentionné. Un soir, j'étais avec un ami et une personne que je ne connaissais pas m'envoie un message. Je lui demande alors comment il a eu mon contact. Il ne donne pas suite. Quelques jours ou semaines plus tard, je suis calé au même endroit avec le même ami. Et cette même personne me renvoie un message. Puisque je ne l'avais toujours pas vu, je lui demande de m'envoyer une photo de ce avec quoi il allait régler. Chose qu'il fait. Je me méfie quand même, mais nous y allons. L'endroit où l'on devait se rejoindre était en dehors de la ville. Pas de lumière, pas de passage, un peu dans les bois, mais avec quelques habitations à proximité. Ça sent l'énorme bourbier d'ici. En arrivant, on emprunte un chemin en terre menant à une impasse. Sur notre gauche, un champ. Sur notre droite, quelques maisons côte à côte. Une maison est éclairée et on entend de la musique. Et on voit 2 ou 3 personnes à travers le portail dans le jardin. Ne sachant pas alors si c'était ici, et pour ne pas faire chauffer, je décide d'avancer jusqu'au fond de l'impasse. Je rappelle qu'il fait nuit. Arrivant au fond, je ne vois personne, donc je fais demi-tour, en me disant que c'était sûrement la maison animée. Mais en faisant demi-tour, mon ami voit une personne au début de l'impasse, justement vers cette maison. Il me dit « c'est lui ». On s'avance. Pendant ce temps, je regarde mon téléphone pour voir si la personne m'envoie un message. Je ne suis donc pas très attentif à l'environnement. On repasse devant la maison avec du monde et on voit 2 ou 3 personnes arriver vers nous, comme si elles allaient nous parler. Je
Je continue d'avancer, pensant que la personne que mon ami a vue nous attend plus loin. Mais arrivé à l'endroit où il l'avait vue, plus rien. Je m'arrête quand même en attendant qu'il arrive. Et là, d'un coup, mon ami me dit « Pars !» Instinctivement, je l'écoute. Je démarre et je pars à fond. Je lui demande ensuite ce qu'il s'est passé. Et il me dit que lorsqu'on était à l'arrêt, il a vu la personne accroupie derrière un cyprès côté champ. Et que d'un coup, elle s'est levée et a commencé à foncer sur nous. Je précise qu'on était en plein été. Et même s'il faisait nuit, il faisait relativement chaud. Et cette personne portait un survêtement et une grosse veste. J'ai donc continué ma route. Peu après, la personne m'a renvoyé un message pour me demander pourquoi j'étais parti. C'était donc bien lui, celui derrière le cyprès. Je n'ai évidemment jamais cherché à y retourner. Quelques temps plus tard, j'étais encore calé avec mes amis. L'un d'eux me dit que sa copine m'avait vu passer en voiture devant chez elle. Elle était avec sa copine qui sortait avec le cousin de mon ami. En gros, mon ami, son cousin et leur copine se connaissaient tous. Et moi, je suis passé devant chez elles. Elles ont cru que c'était eux dans la voiture avec moi. Mais quand elles sont parties, elles m'ont vu partir à toute vitesse. Et surtout, elles sont tombées sur 3 mecs cagoulés armés de haches. Ces mecs-là ont prétendu qu'ils étaient là pour défendre, pensant qu'on venait cambrioler. Quand mon ami m'a raconté ça, j'étais choqué. On pensait qu'il y avait une seule personne, mais en réalité, ils étaient 3 et armés. Bon, j'ai imaginé le pire. On a compris, grâce à la copine de mon ami, que ces mecs-là étaient probablement ceux qui avaient tenté de nous piéger et qu'ils avaient inventé cette histoire de cambriolage pour se couvrir. Après ça, j'ai supprimé le contact et je n'ai plus jamais eu d'histoire de ce genre. Quelques mois plus tard, j'ai rencontré une fille. Aujourd'hui, c'est ma fiancée. On vit ensemble. Et grâce à elle, j'ai arrêté ce que je faisais en décembre de cette année-là, parce que j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Waouh, c'est magnifique, on finit sur une très belle fin. Merci beaucoup frérot pour cette 6e histoire, ou serait-ce, je ne sais pas du tout finalement. En tout cas, le plus important, c'est que tu es en vie, et au moins ça t'aura un peu servi de leçon. Bon là, c'est une très grosse leçon honnêtement, qui te traumatise aussi dans le topo. Dans le panier, il y a un traumatisme et une leçon de vie. Et merci beaucoup parce que ça fait de la prévention en même temps, ça nous rassure que tu ailles mieux, donc merci beaucoup pour cette histoire. Tu as littéralement échappé à un kidnapping et je crois que c'est les pires histoires où tu réalises à la fin de l'événement horrible que tu vis que tu étais à 2 doigts de te faire soit kidnapper, soit vivre un événement horrible, une torture affreuse. On est tous rassurés pour toi, frérot. Aujourd'hui, je vais te raconter l'une des histoires qui me sont arrivées dans mon village d'enfance. Et tu vas voir que cet endroit n'est pas comme les autres. J'ai grandi dans un petit village du Nord, non loin de Fromelles, un lieu lourdement marqué par l'histoire, notamment la bataille de 14-18. Le village, autrefois bourgeois, a été bombardé puis transformé en hôpital militaire allemand. Beaucoup de vies ont été perdues et des traces restent partout. Un cimetière de soldats allemands et des maisons marquées encore par les obus. Parents ont emménagé dans notre maison durant l'été 2003. Quelques mois avant ma naissance. La famille précédente avait connu des drames, divorces. Le père s'était même suicidé dans le grenier. Puis les enfants sont morts les uns après les autres, suicide, overdose, dépression. Un des fils était guitariste, et un détail qui m'a marqué, car je joue aussi de la guitare. Un des fils était guitariste, un détail qui m'a marqué, car je joue aussi de la guitare. Pendant les travaux, mon père a transformé les combles en chambre pour ma sœur et a condamné l'ancien accès, une trappe murée située juste en face de ma porte. Petit, j'étais insomniaque et j'avais souvent des cauchemars. Ma porte restait ouverte et la lumière de la salle de bain allumée pour me rassurer. Une nuit, ma sœur et moi ont vu la même silhouette noire traverser le couloir de la salle de bain jusqu'à la porte des combles. Et ça a duré des années. Ma sœur se sentait observée dans sa chambre sous les combles. Et on entendait parfois des bruits de chaises et des murmures venant du bas. Avec le temps, on s'est habitué, mais l'ambiance restait assez oppressante. Le jour, le village paraissait paisible. La nuit, par contre, tout changeait. Les habitants devenaient méfiants, le calme était pesant. Pas de voiture, juste le bourdonnement des lumières. Et parfois, le ululement d'un hibou. L'école, le cimetière, la maison hantée et le chemin derrière notre lotissement prenaient une autre dimension à la tombée de la nuit. Maintenant que j'ai posé le contexte, voici l'une des histoires qui m'a le plus marqué. À 15 ans, avec mon meilleur ami, on a voulu se faire peur et explorer la maison hantée, isolée au bout d'un champ et d'un bois. À l'époque, la maison était encore debout, son toit percé par un obus, lui donnant un côté un petit peu presque Tim Burtonien. La porte d'entrée, qui menait vers la cour, était une vieille porte en bois pourri. Normalement, avec l'état du bois, un coup de pied aurait suffi à la briser. Je l'ai donc frappé et le verrou a cédé. La porte s'est ouverte. Et à peine entré, on a entendu un énorme fracas métallique. On a d'abord fui. Mais par fierté, je suis revenu avec mon pote pour vérifier. Chose évidemment à ne pas reproduire. Et là, la porte qu'on venait de forcer était fermée, comme si elle avait été faite en métal trempé. What?
Malgré l'état pourri du bois, elle résistait, comme si quelque chose de très solide la maintenait close. J'ai donné d'autres coups, poussé de toutes mes forces, et je me suis même blessé à l'épaule. Mais rien n'y faisait, elle ne bougeait pas. On a fini alors par remonter sur nos vélos et fuir à toute vitesse sans se retourner. Cet épisode m'a profondément marqué. La contradiction entre l'apparence du bois et la réalité reste inexplicable. J'ai d'autres histoires sur ce village, mais celle-ci reste l'une des plus marquantes pour moi. Un endroit où l'histoire et le paranormal ont toujours semblé se mêler de façon inquiétante. Ok, waouh, j'ai adoré ton histoire. Alors pour le début des apparitions noires que tu peux observer avec ta sœur, est-ce qu'on ne serait pas sur un truc lié à l'enfance, des visions un petit peu déformées avec le temps, un souvenir, ou peut-être des vraies apparitions paranormales, ou du moins des entités que tu as pu voir, et ta sensibilité d'enfant du coup te les a fait voir. En tout cas c'est très spécial, je n'arriverai pas trop à expliquer, les amis dans les commentaires si vous avez, je suis preneur. Alors, et pour la porte, on aurait pu penser que le bois du coup a gonflé, et c'est pourquoi du coup vous n'aurez pas pu réouvrir cette porte. Elle serait restée donc bloquée à cause du gonflement du bois. Et bon, que ça se passe aussi vite, pas sûr du tout que chimiquement ce soit possible. Mais par contre, est-ce que pendant votre course, après avoir fermé la porte, un objet très lourd n'est pas tombé finalement derrière la porte et l'a bloqué? Ça, c'est un truc qui peut arriver, ou un verrou ne s'est pas enclenché après votre passage, après votre fuite. Peut-être, ça peut être quelque chose de possible. Après, ce bruit que vous entendez au premier abord quand vous entrez dans la maison, ça peut être hyper explicable. Une maison, sa vie, il y a plein de raisons, ça peut être un animal qui a eu peur de votre arrivée, qui a commencé à courir, qui a fait beaucoup de bruit, qui a fait tomber un objet métallique, ça peut être plein de choses. Je pense que cette histoire, vu le lieu, est explicable, mais en tout cas, elle ne reste pas moins effrayante. Et on arrive les amis à la dernière histoire. J'espère que déjà la vidéo vous plaît, en tout cas moi je prends un vrai plaisir. Je m'amuse là vraiment à lire vos histoires. C'est un truc qui me passionne vraiment, juste les histoires des autres. J'aimerais trop vivre autant d'histoires paranormales et j'espère que dans les enquêtes qu'on va faire bientôt, on pourra en vivre pas mal. Mon histoire débute lors d'un voyage à Malte lorsque j'étais au lycée. J'avais 16 ans à ce moment-là. Avec ma classe, nous avons passé 2 semaines incroyables à Malte, mais avec son lot de surprises et de mystères. J'ai déjà raconté ce qui s'était passé durant notre séjour dans une autre histoire que j'ai envoyée, mais celle-ci, j'ai eu tellement de mal à la comprendre qu'il lui fallait son moment à elle seule. Ok, là ça me hype pas mal. Donc mon histoire débute quand 2 de mes amis se sont disputés avec le reste du groupe à propos du désordre qu'il avait laissé dans la chambre. Des serviettes mouillées par terre, des sous-vêtements qui traînaient, des valises ouvertes. Ce qui a fortement agacé mes 2 amis qui voulaient que les chambres soient propres et qu'on laisse une bonne impression au personnel de l'auberge, ce que je comprends tout à fait. Ce qui est logique. Sentant la tension dans le groupe, je décide alors de prendre avec moi mes 2 amis, ainsi qu'un autre ami à nous, pour sortir faire les courses au centre commercial, pas très loin de notre auberge de jeunesse. Donc on est parti vers 14h. Retenez bien cette heure, cela a son importance pour la suite de l'histoire. Il est 14h18 quand on arrive au centre commercial, et c'est là que l'histoire commence. Petite parenthèse, notre prof nous avait demandé de prendre au minimum un de nos téléphones avec nous pour qu'il puisse nous contacter au cas où. Donc un de mes amis a pris son téléphone qui était à 80% de batterie, et jusqu'ici, rien d'alarmant. On va chacun de notre côté acheter nos affaires et je vous promets qu'on a passé 20 minutes dans le centre commercial. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. On paie tous nos achats et au moment de sortir du magasin, on se rend compte qu'il fait totalement nuit noire. Il n'y a personne dans la rue. Je commence à comprendre un petit peu l'histoire où elle va aller. Là, on se regarde tous les 4, choqués. Mon ami regarde son téléphone et remarque que la batterie était à 15% et que notre prof nous avait laissé 25 appels manqués. On commence alors à paniquer, on ne comprend pas ce qu'il se passe. Donc on décide de commencer à marcher en direction de l'auberge jusqu'à ce que l'on entende la voix énervée et paniquée de notre prof venir vers nous. Il nous explique que cela fait 9 heures qu'on était partis sans donner de nouvelles, qu'il nous a cherchés dans les alentours absolument partout et qu'il avait appelé la police parce que nos profs commençaient à s'inquiéter. On lui dit qu'on était à l'intérieur du centre commercial et qu'on y a passé seulement 20 minutes à tout casser. Et le plus flippant, c'est que notre prof nous explique qu'il était rentré plusieurs fois dans le centre commercial sans avoir aucune trace de nous. Oh, ça me met des frissons de ouf. Nous, sur le coup, on a pensé au stress de notre prof et de notre groupe. Donc, on s'est naturellement excusé auprès de tout le monde. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est que cette journée s'est complètement effacée de notre mémoire. C'est 10 ans après, en 2025, que j'en ai reparlé à mon meilleur ami qui était avec moi ce jour-là. Je lui ai demandé s'il se rappelait bien de cette journée et qu'est-ce qu'il s'était passé pendant ces 9 heures. Il m'a confirmé qu'il s'en rappelait bien, mais que lui aussi ne savait pas ce qu'il s'était passé. On est rentré à l'intérieur du centre commercial à 14h et on est sorti du centre commercial à 22h. Et je vous promets qu'on y a passé 20 minutes. À l'heure d'aujourd'hui,
On ne sait toujours pas ce qui s'est passé cette journée-là et on se demande bien ce qui s'est passé durant ce séjour. Si quelqu'un a des réponses, je suis preneuse. Merci pour ton histoire. Ça me fascine les histoires de saut dans le temps. Moi, je pense directement à la théorie du voyage dans le temps ou de dimension. Vous avez fait un petit voyage dans une autre réalité finalement qui n'était peut-être pas la vôtre. Attention, c'est une théorie complètement farfelue et sûrement très fausse d'ailleurs, mais qui me fait honnêtement très kiffer. Est-ce que la réalité dans laquelle vous vous êtes retrouvé dans ce centre commercial se passe dans un univers où le temps est beaucoup plus rapide que notre réalité à nous actuelle? Ou ça fait aussi un peu penser, vous voyez, aux enlèvements d'extraterrestres. Il y a beaucoup de personnes qui témoignent s'être fait enlever ou avoir dormi 5 minutes et être revenus avec des souvenirs qui n'étaient pas à eux. Plusieurs proches de toi qui viennent te voir et qui ont tous la même version. Tu es parti longtemps sans avoir donné aucune nouvelle pendant plusieurs années, alors que toi tu as l'impression d'avoir été là tout le temps. C'est trop flippant, ça me met des frissons vraiment. Mais après ça me fait aussi penser à une sorte d'amnésie ou un souvenir mélangé grâce au temps qui passe, parce que tu expliques que du coup tu t'es souvenu de ça 10 ans après en 2025, donc ça aussi c'est un peu bizarre. J'ai pas tellement de théorie, juste je suis un enfant. Quand j'écoute ce genre d'histoire, ça fait rêver en même temps flipper et j'espère que les amis vous aurez des théories d'ailleurs sur toutes les histoires qu'on a pu raconter dans cette vidéo, que j'ai pu vous lire et j'espère que vous aurez apprécié finalement que je raconte vos histoires. J'espère que vous appréciez ce format-là. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo. Nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Je vous rappelle que je suis sur Spotify les amis, on est top 10 en France des podcasts les plus écoutés. C'est grâce à vous que j'ai autant d'écoutes sur Spotify et sur YouTube aussi autant de personnes qui me suivent, donc vraiment les gars je vous remercie de fou. On se retrouve nous très prochainement pour de nouvelles aventures ensemble, de nouvelles histoires. J'ai encore beaucoup de choses à vous conter. C'était Léo, à très vite. My guys are just stupid! That's why they all die! It's okay. It's okay. Those are my guys. We have greater numbers. Calm. I cannot doubt you in. Okay? This is fine. Calm. It's okay.